vais vous nommer des noms d'artistes célèbres. Donc, on a les Beatles, les Ramones, Tina Turner, Leonard Cohen, les Righteous Brothers, Céline Dion, The Ronettes et Bob Dylan. Si je vous dis que tous ces artistes ont une chose en commun, oui, bien sûr, il y a le talent, la renommée mondiale, la célébrité, mais tous ces artistes sont reliés par une seule et même personne. Cette personne est un producteur et compositeur musical très important nommé Phil Spector. Et ce fameux Phil Spector va être mis en état d'arrestation pour le meurtre sordide d'une actrice hollywoodienne nommée Lana Clarkson. Aujourd'hui, nous allons en apprendre plus sur le parcours de vie du très grand, talentueux Phil Spector, mais aussi comment un homme qui accomplit de si grandes choses dans le domaine musical peut être envahi d'autant de démons. Mais aussi comment la ligne peut être aussi mince entre le génie et la folie. Restez là. Allô Internet! Aujourd'hui, on se retrouve pour l'affaire Phil Spector. L'affaire est une proposition de mon chum. Il voulait vraiment que je fasse une vidéo là-dessus depuis le début de notre relation. Ça fait quand même longtemps qu'il me le demandait. Puis ça m'intéressait pas tant. J'étais comme oui, je vais en parler. Mais là, quand je suis embarquée dans le sujet, quand j'ai lu là-dessus, quand j'ai fait mes recherches, j'étais comme OK, on tient quelque chose de super intéressant, super fascinant, mais aussi très triste. C'est fou de voir à quel point il y a de grands noms qui l'ont côtoyé, comment son passage dans le monde de la musique a été important, révolutionnaire, mais aussi à quel point cet homme-là avait une part d'ombre qui va le mener au meurtre d'une femme innocente, mais aussi qui va l'amener dans une descente aux enfers. Petit avertissement, au cours de cette vidéo, je vais pas l'appeler Phil Spector à chaque fois que je vais parler de lui. Je vais l'appeler Phil, OK? C'est vraiment bizarre d'utiliser une si grande familiarité là, en parlant d'un homme comme ça, si populaire, mais aussi d'un tueur, on s'entend. Mais c'est vraiment pour la facilité de compréhension. Fait que je vais l'appeler Phil, parce que je veux pas dire son nom complet à chaque fois. Et là, on va passer au sponsor, puis ensuite à la vidéo. Ça risque d'être une vidéo longue, donc préparez-vous. Cette vidéo est sponsorisée par l'un de mes fidèles sponsors depuis le début de ma chaîne. Ça doit faire au-dessus de 7 ans que je fais affaire avec cette compagnie qui est NordVPN. En plus d'être le VPN le plus rapide de la planète, oui, je pèse pas mes mots, NordVPN est un service qui offre plusieurs avantages non négligeables. Donc, premièrement, bien entendu, il y a les avantages commerciaux. Donc, NordVPN vous protège contre les logiciels malveillants, le phishing et les publicités. Et tout ça aide grandement à contribuer à notre sécurité en ligne. Un autre avantage commercial, c'est que NordVPN va détecter les boutiques frauduleuses en ligne. Je crois que n'importe qui peut vraiment se faire prendre dans des scams sur Internet, donc c'est vraiment important d'être mis à l'abri de ces arnaques. Finalement, NordVPN procure une surveillance dark web, donc si jamais il y a un hacker qui décide de vendre vos données sur le dark web, NordVPN va directement vous avertir. Donc oui, bien sûr, c'est cool d'avoir NordVPN pour regarder des émissions en ligne qui sont pas disponibles dans votre pays. C'est cool aussi pour regarder des matchs. Je regarde pas des matchs de sport, mais mon conjoint en regarde. Fait que des matchs de sport qui sont pas disponibles au Canada, ça c'est très cool aussi. C'est très cool pour magasiner des billets d'avion. Donc parfois les prix... à force de magasiner des billets d'avion, par exemple, pour Paris, les prix finissent par augmenter là, sur les sites web. Fait que si tu changes ta localisation, puis là, c'est comme si tu repartais à nouveau. Si tu changes de pays, là, tu vas magasiner les billets d'avion. Ils vont être moins chers. Et bien sûr, c'est très cool aussi d'avoir une sécurité en ligne. En ce moment, NordVPN offre une promotion pour tous mes abonnés. Donc, lorsque vous prenez le plan de 2 ans, vous obtiendrez 4 mois supplémentaires gratuits ainsi qu'un très gros rabais. Vous n'avez qu'à utiliser mon code promo Victoria Charlton VPN qui est juste ici ou à cliquer sur le lien dans la barre de description. Profitez-en car cette offre est d'une durée
limité. Et maintenant, sans plus attendre, lançons-nous dans la vidéo. This is not a test. La genèse de Harvey Philip Specter. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Phil Spector comme moi avant de faire cette vidéo, il est surtout connu pour avoir créé le Wall of Sound, donc le mur de son, à ne pas confondre avec le mur du son, là, qui est plus un terme astronomique, là, si on veut. Le mur de son, pour ceux qui sont mélomanes, qui connaissent un peu la musique, qui en jouent, qui en écoutent beaucoup, ils vont tout de suite savoir c'est quoi le Wall of Sound. Mais pour ceux comme moi, ceux et celles comme moi qui ne connaissent pas c'est quoi, je vais essayer de vous l'expliquer là, avec du mieux que je peux avec ce que j'ai lu. Puis c'est tough parce que tout au long de cette vidéo, je peux pas vous mettre de musique, évidemment, parce que ma vidéo va être bloquée dès que je mets une chanson. Fait que c'est vraiment dommage parce que je vais vous parler d'artistes connus, que peut-être ça va pas sonner une cloche chez vous, mais en écoutant la musique, vous allez dire, ben oui, je sais c'est qui. Même chose pour le Wall of Sound, tu sais. Si je te l'explique, tu vas être comme je comprends pas, mais si tu écoutes 2-3 chansons du Wall of Sound, tu vas savoir immédiatement c'est quoi le vibe, là. Fait que tout au long de la vidéo, vous pouvez vraiment mettre pause sur ma vidéo pour aller chercher les chansons dont je vous parle pour vraiment connaître l'ampleur de Phil Spector, justement. Donc, le Wall of Sound a été inventé carrément par Phil Spector dans les années 60 et ça a vraiment laissé un héritage important dans le domaine musical. Donc, le principe est de multiplier les instruments, donc prendre plusieurs instruments en même temps qui jouent la même partie. Donc, par exemple, plusieurs guitares, plusieurs pianos, etc. Donc, dès le départ, Phil Spector s'était entouré de comme 25-30 musiciens qui faisaient vraiment confiance pour venir en studio enregistrer avec lui. Puis c'était tout le temps comme la même équipe là, qui utilisait d'une chanson à l'autre. Ensuite, ce qu'il faisait, Phil, il enregistrait souvent dans des pièces où on pouvait entendre de l'écho naturel. Donc vraiment, le son remplissait la pièce, puis ça ajoutait un effet de profondeur. Puis ensuite, avec le mixage, ben, les sons sont tous superposés, donc ça fait un effet d'orchestre finalement. Pour vous nommer quelques chansons célèbres là, qui ont utilisé le Wall of Sound, il y en a beaucoup, mais je peux vous en nommer quelques-unes. Puis une fois que tu reconnais le Wall of Sound, tu vas l'entendre dans les chansons. Fait qu'il y a Wouldn't It Be Nice de Beach Boys. J'aimerais ça vous la chanter, là, mais c'est la chanson dans 50 First Dates là, avec Adam Sandler puis Drew Barrymore. C'est comme la chanson du film. Sinon, il y a I Got You Babe de Sonny and Cher. Là, c'est ça, je vous nomme les plus connus. Là. Il y a Dancing Queen par ABBA qui utilise ça. Il y a Let It Be de Beatles. Il y a It's All Coming Back to Me Now de Céline Dion. Puis la plus récente, là, All I Want for Christmas de Mariah Carey. Donc, c'est pas lui qui a produit ces chansons-là, mais ces chansons-là utilisent le Wall of Sound. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment loin d'être n'importe qui. Mais on va quand même lire un peu sur sa biographie. Puis c'est important là, de vous parler de l'ampleur du personnage. Là. Je vais quand même faire une biographie, discographie tout au long de l'épisode. Puis parce que vous connaissez les artistes, c'est sûr. Moi, je les connais. Fait que je trouve ça intéressant de voir à quel point cet homme a sombré. Puis à quel point c'est un artiste talentueux. Mais mon Dieu qu'il y avait des bébites, là. Harvey Philip Spector est né le 26 décembre 1939 dans la ville de New York. Ses parents étaient Ben et Bertha, tous les deux d'origine ukrainienne. Puis ses parents étaient des cousins first cousins. C'est important de le dire. Bah, c'est important, je sais pas, mais bon, je vais le préciser. Mais on peut aussi dire qu'au niveau familial, c'était loin d'être un environnement sain et stable. Ben, son père, s'est enlevé la vie quand Phil avait juste 10 ans. Donc, il a été élevé par sa mère qui était monoparentale. Puis ça, vraiment, le suicide de son père, ça l'a
énormément marqué, là. Ça a même forgé qui il est devenu, là, évidemment. Phil était décrit comme étant un enfant très silencieux, introverti, qui avait pas beaucoup d'amis. Il était très, très brillant. Il adorait lire, il adorait les sports. Puis rapidement, il a appris à jouer des instruments de musique et même qu'il allait performer dans les mariages à un âge très, très jeune pour se faire de l'argent de poche. Début vingtaine, Phil, c'est parti comme un groupe musical nommé The Teddy Bears avec 3 autres musiciens. Ils ont composé une chanson, le To Know Him is to Love Him, qui a atteint le numéro 1 dans les palmarès et a vendu 1 million de copies en moins d'1 an. D'ailleurs, sa chanson To Know Him is to Love Him, il s'est inspiré de carrément la tombe de son père parce que c'était la phrase qui était écrite sur la tombe, puis il a fait une chanson à partir de ça. Donc, c'est pas mal dans cette période qu'il a intégré l'univers musical. En 1961, alors qu'il n'avait que 22 ans, il a ouvert sa propre maison de disques appelée Phil's Records, qui a connu un grand succès. Dès l'âge de 23 ans, Phil Spector est reconnu comme étant le producteur de musique rock and roll le plus prolifique et talentueux en Amérique. En 18 mois, depuis l'ouverture de sa maison de disques, il avait produit 10 chansons qui avaient atteint le top 40 et 4 d'entre elles avaient atteint le top 10 et une chanson qui est devenue le numéro 1 au palmarès. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de la folie versus le génie, puis c'est vraiment ce qui décrit sa carrière musicale, mais aussi la vie personnelle de Phil. Voici ce qu'il a à dire sur sa santé mentale. D'ailleurs, cet extrait vient du livre dont je vais vous parler à la fin. Là, c'est un livre vraiment sur toute la vie de Phil Spector. C'est de là que viennent mes sources. Voici l'extrait. « Fou, c'est un grand mot. Mais c'est maniaco-dépressif, bipolaire. Je prends de la médication pour la schizophrénie, mais je dirais pas que je suis schizophrène. Mais j'ai une personnalité bipolaire, ce qui est bizarre. J'ai des démons à l'intérieur de moi qui me combattent. Je suis mon propre ennemi. » Et effectivement, c'était pas... Là, tout au long de la vidéo, je suis vraiment loin de l'excuser ou d'excuser les gestes qu'il a commis, mais c'était pas facile pour la santé mentale de Phil. Je veux dire, il était bipolaire, oui, ce qui va affecter son quotidien, mais en plus de ça, il souffrait sévèrement d'insomnie chronique. Donc, je sais pas si vous avez déjà fait de l'insomnie, mais quand t'es déjà fragile mentalement puis t'arrives pas à dormir nuit après nuit après nuit, c'est de pire en pire, finalement, ton état mental. Pour ses proches aussi, c'était pas facile d'avoir l'heure juste sur Phil, qui était toujours comme sur la défensive, comme s'il était constamment menacé, tellement qu'il provoquait lui-même des confrontations et des disputes avec les gens autour de lui. Tu sais, un rien pouvait le faire exploser de colère. Mais quand tu connais un peu la bipolarité, tu te rends compte que probablement que durant ces périodes-là, il était carrément en manie. Tu sais, quand t'es en manie, là, juste tu deviens agressif puis colérique, là, souvent. Pas pour tout le monde, mais il y en a plusieurs, puis sûrement qui n'étaient pas médicamentés à cette époque-là. Aussi, il y avait souvent des obsessions passagères, là, par exemple, pendant quelques temps, il était obsédé par le français. Il voulait absolument apprendre à parler français, donc plusieurs fois par semaine, il y avait un tuteur de français qui allait chez lui pour lui enseigner le français. Mais bien vite, il se fatiguait genre de son obsession puis il trouvait un nouvel intérêt. Mais tout ça, on peut pas dire que ça lui nuisait pour sa carrière musicale au niveau professionnel parce que quand il était dans des périodes de high, sa créativité explosait puis c'est là qu'il écrivait puis qu'il composait de la musique. Il a composé des centaines de hits pendant qu'il était justement en manie. Et les sessions d'enregistrement, c'était vraiment une occasion pour Phil de faire le party. C'était vraiment... les moments où il était le mieux. Il travaillait fort, puis il aimait travailler de nuit, le fait qu'il commençait comme à 2h du matin à travailler en studio avec les musiciens, les artistes, puis il finissait comme le lendemain matin. Fait que durant ces sessions-là, c'était vraiment une nuit de création. Il buvait de la bière, il buvait du café, du Pepsi, il fumait des cigarettes jusqu'à temps que le produit fini plaise à Phil. À 24 ans, Phil Spector s'est marié avec une certaine Annette Mirror, de qui il était follement tombé amoureux, puis qui apaisait beaucoup ses insécurités et ses angoisses. Mais en réalité, tu comprends que c'était loin d'être l'amour fou de Phil,
parce que son amour principal, sa passion, c'était la musique finalement. Tu sais, par exemple, jamais il rentrait à la maison pour souper alors qu'Annette avait préparé le souper pour lui, puis il disait « Oui, j'arrive, attends-moi, j'arrive », puis il finissait par pas rentrer à la maison parce que qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il composait de la musique, il était à son studio, il travaillait. Fait que c'était vraiment ça, sa priorité. De toute façon, pendant qu'il était censé vivre la période de lune de miel avec sa nouvelle mariée, il pensait à une autre femme du nom de Veronica Bennett du groupe musical très populaire de Ronettes. Donc là, j'aimerais vraiment vous mettre la chanson la plus populaire là, du groupe des Ronettes. En fait, il y en a deux qui sont très populaires. Si je vous la mettais en ce moment, vous la reconnaisseriez. Mais c'est Be My Baby. Ça, c'est une des chansons populaires. Puis Going to the Chapel. J'aimerais ça vous la chanter, mais j'ai pas assez de talent. Ça, c'est vraiment les deux chansons les plus populaires du groupe The Ronettes. Puis ces chansons ont été produites, composées par Phil Spector. Donc, Veronica ou Ronnie du groupe des Ronettes était la chanteuse principale du groupe, puis Phil Spector, le producteur du groupe, s'était complètement amouraché d'elle. Puis il y avait vraiment une grande chimie ensemble. Et bien vite, Phil a commencé à tromper sa femme avec Ronnie. And Little Anthony stuff. And where do you guys live? I said, we live up in Upper Manhattan, in Spanish Harlem. He says, take me to your house now. So he took him straight to my house. My mother was there. And he said, to my mother, he said, I'm going to make your girls a #1 record. How do you like that, Mrs. Bennett? Et c'était quand même un creep, là. Il y a un collègue qui se rappelle d'avoir croisé Phil dans un événement, là, puis il était avec les Ronettes. Puis il a comme dit dans l'oreille à son ami, genre, peux-tu t'imaginer empiler les 3 Ronettes, les 3 filles, une par-dessus l'autre, et juste les licher? Fait que lui, il s'imaginait comme empiler les 3 femmes, une par-dessus l'autre, puis les licher. Bref, c'est quand même bizarre comme statement, on s'entend. Phil et Annette se sont finalement divorcés en 1966 et Ronnie et Phil ont fini par se marier en 1968. Et Ronnie, justement, elle écrit ceci dans sa biographie. Phil était devenu si inspiré par la vie d'homme marié qu'il s'était sorti de sa routine pour m'écrire une demi-douzaine de nouvelles chansons juste pour moi. Nous allions être le roi et la reine du rock and roll et nos vies seraient un party sans fin. Elvis, les Beatles et toutes les vedettes du Late Late Show passeraient à la maison juste pour passer du temps avec nous. Même si tout ça semblait être un rêve devenu réalité, mais aussi c'est pas mal là que va commencer la vraie descente aux enfers de Phil Spector. Le bourreau. In case you're wondering, I didn't recognize him from it. That's Phil Spector, who records all the hits. Hello, Phil. How you doing? This is the king of rock and roll records. Yeah, what do you do? You know, English people, they're really funny. English people, they're nice. I think they walk you right to the plank. Your Honor, it's nice to be here, and we have to dismember this man and walk him to the plank and cut his head off and his nose up. English people, they have such a nice way of saying they're gonna... C'est vraiment la pauvre Ronnie et ses enfants qui vont subir toute la folie, la colère, la jalousie, la rage de Phil Spector. Mais Ronnie a vite déchanté, comme on dit, là. La soirée de son mariage, Phil est comme rentré à la maison dans un élan de rage, puis il accusait comme Ronnie de l'avoir marié juste pour son argent, la soirée du mariage, là. Puis Ronnie a comme fini par s'embarrer dans la salle de bain en robe de mariée avec sa mère, tellement elle avait peur de Phil qui faisait juste genre frapper dans la porte de la salle de bain. Donc, évidemment, le futur s'annonçait peu prometteur. Puis on dirait que leur mariage était basé uniquement sur les avantages que l'un apportait à l'autre, puis vraiment sur les apparences. Donc Phil adorait que les hommes soient attirés par sa femme, parce qu'il était chanceux, lui, de la posséder. Puis quand il recevait des gens à la maison, il faisait juste descendre sa femme pour la parader devant ses invités avant de lui dire de remonter seule dans sa chambre. Donc, il aimait la show-off, entre guillemets, donc la montrer, la parader, mais il aimait pas vraiment passer du temps avec elle. Ronnie, elle, ben, elle était contente d'être mariée à Phil Spector. Tu sais, c'est le producteur le plus prolifique à ce moment-là, puis ça lui permettait de faire avancer sa carrière. Tu sais,
Elle aimait qu'il la produise. Elle était la vedette. Il la gâtait avec tout l'argent du monde. Mais c'était loin d'être un mariage heureux. Comme avec son ex-femme, Phil était jamais à la maison. Puis quand il était à la maison, ben, il s'enfermait dans son bureau. Ronnie était tellement malheureuse. Puis jamais les Beatles ou Elvis passaient à la maison comme elle se l'était imaginé. Non, pas du tout. En fait, son mariage était plutôt un cauchemar. En plus, elle n'avait plus aucune indépendance. Elle n'avait plus de compte de banque à elle. Donc, lorsqu'elle avait besoin d'argent, elle devait demander à son mari pour qu'il lui donne de l'argent. Puis, Phil y avait installé des intercoms partout dans la maison pour comme constamment pouvoir lui parler puis pour monitorer ses moindres faits et gestes. Et de plus en plus, il devenait vraiment jaloux, contrôlant, possessif. Par exemple, lorsqu'elle quittait sa maison, c'est arrivé une couple de fois qu'elle allait, par exemple, en Allemagne là, pour quelques jours pour chanter sur les bases militaires américaines. Puis quand elle revenait à l'hôtel, il y avait un message de Phil Spector qui l'attendait sur sa boîte vocale, comme toujours. Puis là, elle le rappelait, puis là, il passait la soirée au téléphone, puis la nuit au téléphone, puis même si elle s'endormait, il disait « Non, raccroche pas, je veux passer la nuit avec toi au téléphone ». Fait que elle dormait, mais elle était quand même toujours sur la ligne. Puis elle trouvait ça terriblement romantique, mais non, c'était loin d'être romantique. C'était comme une façon pour Phil de la contrôler puis de s'assurer qu'elle passait la nuit seule. Et plus ça avançait, plus Ronnie n'avait plus de carrière. Ça faisait des mois qu'elle n'avait pas mis les pieds dans un studio. Elle travaillait plus dans le domaine musical, puis elle était tout le temps comme seule à la maison, sans distraction, sans amis. De plus en plus, il l'isolait de sa famille, de ses amis. Même qu'une fois, elle a été invitée pour faire la première partie du show des Beatles. Puis ils étaient déjà au top de leur carrière. Puis Phil l'a juste interdit d'y aller. Il lui a dit qu'il avait besoin d'elle à Los Angeles. Donc, tant pis, tu y vas pas. Seulement 4 mois après leur mariage, Ronnie a engagé un avocat pour commencer les procédures de divorce. Et dans la demande de divorce, ça dit ceci. Le défendeur a un tempérament cruel et imprévisible et a attrapé la plaintive violemment et l'a menacé de lui percer les yeux avec ses doigts et a déclaré qu'il ne lui permettait pas de se divorcer. Mais ça n'a rien changé. Le Ronnie a fini par changer d'idée, à pas divorcer Phil Spector, puis à continuer à vivre sa vie malheureuse avec un homme qui la traitait mal. Et là, plus ça allait, plus elle a commencé à boire, puis elle a sombré dans l'alcoolisme. En pensant pouvoir mettre un bandage sur ses blessures de son mariage, mais aussi ses blessures personnelles, un après-midi, sur un coup de tête, elle a juste conduit à une agence d'adoption pour adopter un petit garçon qui s'appelle Dante. C'est fou, là. C'est tellement un long processus aujourd'hui pour adopter quelqu'un, puis avant, c'était comme... Je conduis à l'agence d'adoption puis j'en pogne un, tu sais, presque. Là. Puis le Noël suivant, comme cadeau de Noël, Phil a surpris sa femme avec l'adoption de 2 autres enfants, des jumeaux, donc qui vont s'appeler Louis Philip Spector et Gary Philip Spector. Tout ça est tellement wrong, tu sais, tu peux pas adopter des enfants puis les donner à ta femme en cadeau de Noël sans son accord préalablement, là, fait que, puis elle n'en voulait pas, tu sais, elle aimait beaucoup son fils qu'elle avait adopté, Dante, mais elle voulait pas des jumeaux, genre, c'était pas entendu, genre, c'est tellement wrong, en tout cas. Et plus ça allait, plus la santé mentale de Phil se détériorait à vue d'œil, plus il devenait cruel, agressif, paranoïaque. Puis dans la même période, il y a eu les Manson Killings, là, donc les meurtres de Charles Manson, puis ça l'avait rendu complètement fou. Il s'est mis à avoir vraiment peur. Donc, il est carrément devenu pire qu'il était alors qu'il allait déjà pas bien. Il a fait installer une grosse clôture autour de la maison, puis il est devenu de plus en plus solitaire et isolé. Puis malheureusement, c'était Ronnie qui était une victime de ses obsessions. Puis c'était rendu carrément une séquestration. T'sais, en plus des grosses clôtures autour de la maison, il avait comme acheté des chiens de garde qui aboyaient genre à chaque fois que quelqu'un mettait les pieds autour de la maison. Puis pour pas que sa femme puisse s'enfuir, il avait volé toutes ses chaussures pour pas qu'elle puisse partir. De toute façon, même si elle voulait s'enfuir, toutes les portes de la maison étaient verrouillées de l'extérieur. Donc si elle voulait quitter la maison, elle devait demander à George, qui était l'homme à tout faire de la maison. Puis bon, elle pouvait lui demander, mais lui, il fallait qu'il obtienne la permission de Phil Spector avant de pouvoir laisser sortir Ronnie.
Il y a 2 anecdotes là, complètement terribles qui vont vous montrer vraiment la gravité de la chose. Là. Il y a une fois, Phil Spector, il était chez lui, puis il y avait un de ses amis, Donnie, qui était chez lui aussi, puis il jouait comme au billard. Puis, durant la soirée, Donnie, il entendait comme des bruits sourds qui venaient comme de l'étage du haut, là, comme des cognements. Puis il a dit à Phil, « Hey, c'est quoi les bruits qu'on entend depuis tantôt? » Puis Phil, il a juste répondu de manière nonchalante, « Ah, c'est Ronnie, ma femme est en haut, je l'ai embarrée dans un garde-robe. » Puis là, Donnie, furieux, il a dit, « T'as fait quoi? Hein? » Puis là, il est monté, il a ouvert la porte du garde-robe et effectivement, Ronnie était toute seule dans le garde-robe. Puis elle attendait, donc furieux, Donnie l'a comme sorti de là puis l'a amené avec lui. C'est terrible. Un autre incident troublant, justement, ça vient de la biographie de Ronnie où elle dit qu'une fois, comme Phil, il l'a amené dans le sous-sol de leur maison puis il y avait un cercueil. Puis elle dit, tu vois le cercueil, si tu essaies de me quitter, c'est là-dedans que tu vas te ramasser. Le mariage entre Ronnie et Phil a duré en tout 4 ans, puis ils se sont divorcés au mois de juin 1972 après que Phil ait jeté tous les vêtements de sa femme dans une poubelle dans la rue. Quand elle l'a quitté, Dante puis les jumeaux sont restés vivre avec leur père, ce qui est terrible, mais leur mère était comme rendue alcoolique, tu sais, c'était pas mieux, là, ni du côté maternel, ni du côté paternel, mais avec Phil, c'était pire parce que les 3 enfants souffraient des sautes de colère, du tempérament comme instable de leur père. Puis eux aussi étaient carrément séquestrés dans la maison. Là, Dante va raconter par la suite des abus qu'il a vécu, autant physiques que verbaux, que sexuels. Par exemple, il va raconter là, que parfois durant des journées complètes, lui et ses frères étaient tous embarrés dans des pièces différentes, donc 3 pièces différentes, puis ils ne pouvaient même pas sortir pour aller aux toilettes, donc ils devaient faire leurs besoins dans des petits pots. Mais tu sais, rappelez-vous que Phil Spector était millionnaire, là, fait qu'ils devaient faire leurs besoins dans des petits pots. En tout cas, c'est terrible. D'autres fois, Phil Spector, il sortait des armes à feu, puis il menaçait ses enfants avec des armes à feu pour leur faire peur, tellement que Dante, il raconte que à ces moments-là, il surinait dessus, tellement qu'il avait peur. Parfois, Phil, il amenait ses conquêtes à la maison, puis il forçait ses enfants à le regarder faire l'amour avec des femmes random qui amenaient à la maison pour apparemment leur enseigner comment faire. Et comme avec ses relations amoureuses et même ses enfants, Phil, il se fatiguait des relations qu'il entretenait. Puis c'était la même chose au niveau professionnel, tu sais. Il découvrait des artistes, il les amenait comme au top de leur carrière. Puis après ça, comme il se fatiguait de ces gens-là, donc il les abandonnait pour passer à d'autres artistes. C'était ça qu'il faisait. Aussi, comme avec ses femmes, il était très, très contrôlant au niveau de la musique qu'il produisait. Donc, il faisait tout, là. Il trouvait les artistes, il coécrivait les chansons, il produisait les chansons, il faisait la publicité, il faisait le contrôle de qualité. Puis c'était lui qui faisait le son, donc il voulait s'assurer que tout soit parfait. Et voici ce qu'il a déjà dit, puis je trouve que c'est très parlant. « Je n'aime pas parler. Je ne peux supporter qu'on parle de moi. Je ne peux supporter qu'on me regarde. Je ne peux supporter qu'on me prenne en photo. Je ne peux supporter l'attention. Mais en même temps, je veux toute la reconnaissance. » Et effectivement, dû à sa bipolarité, il passait vraiment facilement d'une émotion à l'autre. En studio, il peut être comme euphorique, créatif, joyeux, heureux. Il faisait des blagues, puis dans un moment comme ça, il passait à la dépression, à la tristesse, à la colère, à la nostalgie. Bref, c'était vraiment des émotions qu'il vivait toujours là, comme des tempêtes. Puis là, je sais que la vidéo est déjà quand même longue, puis on n'a même pas passé à la partie du meurtre, mais en tout cas, je trouve ça tellement intéressant de parler de sa carrière. Mais je veux absolument vous raconter l'anecdote qui suit. En 1994, Phil a reçu comme un appel de Paul Schaefer, qui, si je me trompe pas, c'est un producteur de musique canadien. Puis il lui disait d'ouvrir vite sa télévision puis de regarder le Late Show avec David Letterman. Puis à la télévision, il y avait une jeune chanteuse québécoise qui chantait sa chanson à lui, River Deep, Mountain High. Et je ne sais pas si vous en doutez, la chanteuse était nulle autre que Céline Dion. Please welcome the delightfully talented Celine Dion. Celine!
En fait, Phil avait écrit cette chanson en 1966 pour Tina Turner. Puis c'était comme sa chanson, son gros banger. Il était sûr que ça allait être un hit instantané. Mais non, en fait, ça s'est rendu juste au numéro 88 du palmarès. Puis ça a tellement déçu Phil Spector. Il était comme, OK, genre, il a tout remis sa carrière en question. Puis ça l'a tellement plongé dans une dépression profonde que cette chanson-là n'atteint pas le palmarès, qu'il s'est retiré carrément, temporairement du monde de la musique. Donc là, rendu en 1994, il allume sa télévision, puis il voit une chanteuse très talentueuse en train de chanter sa chanson à lui. Il était tellement impressionné par le talent de la Québécoise qu'il a donc décidé d'envoyer une lettre dans les bureaux de Céline à Montréal où il offrait ses services comme producteur. Et là, Céline et René Angélil ont accepté de travailler avec lui, donc ils ont pris un avion pour Los Angeles pour produire des chansons. Puis c'est drôle de lire ça aujourd'hui, mais Phil, il détestait la voix stridente de Céline Dion, selon ses dires, mais pourtant, elle n'a pas une voix stridente, je trouve. En tout cas, puis il disait que c'était lui qui allait comme faire connaître Céline, lui amener à un succès, puis qu'il allait la spectorize, là, c'est lui qui disait ça, donc spectoriser un peu. Et c'est vraiment la musique qui le permettait de continuer à vivre. Tu sais, sa carrière, là, il a commencé à la mettre de côté, mais là, quand il a commencé à travailler avec Céline là, en studio, c'est comme s'il a repris goût à la vie, il a arrêté de consommer de l'alcool. Chez lui, là, la musique recommençait à se faire entendre à tue-tête. Puis il a recommencé à vouloir créer. Puis là, depuis tantôt, je parle de Phil Spector comme si... Tu sais, c'est ça, j'aimerais mieux parler plus longtemps de la victime. On va en parler de la victime, là. Puis j'en parle comme si, tu sais, de manière comme si c'était positif. Mais c'est sûr qu'il faut reconnaître le talent de cet homme-là, puis aussi son héritage au niveau musical. Mais tu sais, c'est ça qui est terrible. Souvent, des gens tellement talentueux vont faire des choses terribles, puis ça, c'est vraiment le cas là. Puis c'est pour ça que c'est vraiment une histoire fascinante, justement, pour voir, tu sais, il y avait tout dans la vie, il y avait tout le talent, il y avait tout ce qu'il voulait. Mais il s'est rendu où il s'est rendu. Durant les jours suivants, Phil et Céline ont continué à travailler ensemble sur 3 chansons, dont une chanson des Ronettes, donc This Is What I Get for Loving You. Puis Céline était tellement excitée par les chansons, puis je vais vous lire un extrait du livre là, que ça m'a vraiment attendri. Là. Céline était juste assise et elle donnait des coups de pied dans les airs et littéralement, elle a dit It hits you right between the eyes. Puis j'ai l'impression que c'est vraiment tellement le genre à Céline de dire ça avec son accent québécois, là, bref. Mais cette entente heureuse a vite tourné au vinaigre. Phil, il était extrêmement exigeant avec Céline. Là, il lui demandait de rester des heures et des heures au studio à travailler toute la nuit avec elle. Puis René Angélil, ça le frustrait. Il était comme, ben là, premièrement, je veux prendre soin de ma femme et mon artiste, mais aussi il sentait que Phil avait un gros crush sur Céline, fait que ça l'énervait, évidemment. Puis il travaillait tellement fort que même des employés du studio qui arrivaient genre avec une écharpe pour couvrir Céline, pour genre pas qu'elle use trop sa gorge, genre. Puis Céline était vraiment une good sport, là, tu sais, il était rendu 3h du matin, ça faisait des heures qu'elle chantait. Puis genre, elle dit aux employés, tu sais, c'est correct, genre, on va continuer à travailler parce qu'elle voulait pas décevoir Phil Spector. Éventuellement, René Angélil a demandé à Sony d'enlever Phil Spector du projet, puis ils sont repartis à Montréal. Il y avait 2 chansons à moitié finies, mais bon, la chanson This Is What I Get for Loving You vient de cette histoire-là, puis c'est cette seule collaboration entre Phil et Céline. Puis après cet incident, ben, il s'est fait retirer du projet. C'est là qu'il a recommencé à boire et a sombré dans une dépression. Isolé dans sa maison, la demeure de Phil était vraiment à son image. Elle était sombre, excentrique, un peu déprimante, un peu bizarre, creepy. Puis même pendant une période de temps, il y a un ami à Phil qui avait offert une poule en cadeau à Phil, comme en blague. Fait que durant genre plusieurs mois, il y avait une poule qui était carrément genre en liberté dans une pièce de la maison. Puis il y avait même une autruche dans sa cour. Vous voyez le genre. Il vivait dans le secteur de Alhambra, donc dans un quartier plutôt classe moyenne où il y avait surtout des familles hispaniques et asiatiques. Puis le quartier était situé à une 30aine de minutes de Hollywood. Phil Spector vivait carrément dans une espèce de château de Pyrenees Castle qui avait été construit en 1900.
25. À l'intérieur, il y avait 10 chambres à coucher. Comme meubles, il y avait des pièces collectionnables, mais aussi des statues dans le corridor, un immense piano dans le salon, des tables de billard. Il y avait aussi une chambre dédiée à la musique avec un gros système de son et une guitare appartenant à John Lennon. Sur ces murs, il collectionnait de l'art hors de prix. Il y avait un dessin original de Picasso et un sketch fait par John Lennon et une peinture à l'huile faite par Mohamed Ali, des photographies signées de joueurs de basketball célèbres, mais aussi de Elvis Presley et Fred Astaire. La température dans la maison était congelée, fait que l'air climatisé était au max, puis elle roulait toujours, donc il faisait froid dans la maison, puis les rideaux étaient toujours tirés. Donc, on savait pas vraiment s'il faisait nuit ou jour. T'sais, il faisait noir comme dans un donjon, puis la seule source de lumière venait d'un aquarium immense qu'il gardait dans son salon. Donc, évidemment, tout ça n'aidait pas à son insomnie chronique parce qu'il passait ses nuits debout, il dormait toute la journée. C'était un environnement dépressif, sombre, froid. Puis en plus de ça, il venait de perdre son fils Louis-Philippe Spector, qui était mort d'une leucémie. Puis ça l'a encore plus plongé dans un deuil très très profond et encore une fois une dépression. Il n'invitait plus personne à la maison, il voyait que la femme de ménage qui passait à chaque jour pour entretenir la maison. Donc il était terriblement seul, terriblement malheureux. C'est dans cette période très, très, très obscure que la jeune Lana Clarkson va perdre la vie. Le meurtre de Lana Clarkson. Barbarian Queen. Lana Clarkson était une actrice de 40 ans, née en 1962 en Californie. C'était pas une actrice méga connue de Hollywood. On pourrait dire que c'était plus une actrice de série B ou même de série C, je sais pas si ça se dit, mais tu sais, c'était loin d'être une actrice vraiment connue. Tu sais, elle réussissait quand même à gagner sa vie dans le monde de la télé, du cinéma, mais tu sais, elle n'était pas reconnue dans la rue, là. Elle avait joué dans une quinzaine de films et plusieurs émissions à la télévision, mais malheureusement, plus ça allait, plus c'était difficile pour elle de se trouver des rôles, surtout à l'âge de 40 ans à Hollywood. Et voici comment on l'a décrit, là. C'était une femme qui avait beaucoup de classe, d'élégance. Elle était très intelligente, très polie. Tout le monde l'aimait. D'ailleurs, apparemment qu'elle avait déjà fréquenté Jack Nicholson. Puis il y a un de ses amis qui se rappelle de la dernière fois qu'il lui avait parlé, il avait demandé « Et puis, est-ce que tu as un petit ami? » Puis elle avait répondu « J'en ai plusieurs. » Puis là, il lui a demandé si certains d'entre eux étaient connus. Puis elle a répondu que ils essayaient tous de devenir célèbres, un peu comme elle, tu sais. Fait qu'elle fréquentait des hommes du milieu qui étaient pas non plus super connus. Puis je pense qu'ils essayaient tous un peu d'atteindre une certaine célébrité, ce qui est quand même le cas quand tu habites à Los Angeles, encore plus dans le coin de Hollywood, là, ça doit tous être des gens un peu comme elle. En 2002, ce fut une année particulièrement difficile pour Lana parce qu'elle s'était cassé les 2 poignets dans un accident vraiment bête, là, mais tu sais, elle dansait avec ses neveux-nièces, puis elle a juste comme glissé sur le tapis, elle est mal tombée, puis elle s'est cassé les 2 poignets, ce qui n'aidait pas sa carrière. Tu sais, elle était comme sur la fin de sa carrière où elle était, là, je dis dans le monde du cinéma des années 2000, là, mais tu sais, elle avait 40 ans, fait qu'elle avait de plus en plus de difficultés à se trouver des rôles. Puis là, en plus, avec les 2 poignets cassés, il n'y avait rien à faire, là. Puis là, il fallait quand même qu'elle gagne son argent d'une manière ou d'une autre. Elle a donc décidé de se prendre un emploi temporaire comme hôtesse dans un bar de Hollywood, The House of Blues, un endroit qui était pour les gens vraiment riches et célèbres de Hollywood. Juste pour avoir une carte de membre pour faire partie du club, ça coûtait 1000 $ par an. Le champagne coûtait 250 $ la bouteille, tu sais, mais là on parle dans les années 2000, là, fait que ça serait vraiment plus cher aujourd'hui. C'était une place très très connue. Par exemple, Ray Charles avait célébré son 70e anniversaire là-bas. Puis c'était dans ce type d'endroit qu'un homme comme Phil Spector aimait traîner. En fait, voici comment s'est passée la soirée du 2 février 2002. Vers 19h, le chauffeur privé de Phil, nommé Adriano de Souza,
est arrivé chez lui pour lui offrir, pour qu'il utilise ses services de chauffeur toute la soirée. Et en fait, normalement, le chauffeur de Phil, c'était un certain Dylan, mais là, il était comme en vacances ou en congé depuis 2 mois, fait que ça faisait 2 mois que c'était Adriano qui travaillait pour Phil. Donc, Adriano est allé porter Phil au restaurant parce qu'il soupait avec une de ses amies, Romy, David, puis après le souper, il a continué à faire la fête avec une serveuse du restaurant. Ils sont allés ensemble souper au Trader Vic's Bar, puis à un autre restaurant, le Dan Tana's, des spots où Phil avait l'habitude d'aller. Puis c'est à 1h30 du matin qu'ils se sont ramassés au House of Blues où Lana Clarkson travaillait. Puis à ce stade-ci, Phil, il commençait à être sous pas mal parce qu'à chaque endroit où ils arrêtaient, mais il faisait comme du bar hopping un peu là. À chaque endroit où il arrêtait, il prenait au moins 5 cocktails. Fait que là, rendu au House of Blues, il était vraiment saoul puis il commençait à déparler. Et sur place, la nouvelle amie de Phil, qui était comme une des serveuses du restaurant où il est allé, Katie, il était fatigué, elle voulait juste rentrer. Puis là, genre, lui, il continuait à boire, il commandait des shooters. Puis là, il était comme, non, genre, je veux plus boire. Puis il buvait de l'eau. Puis il était comme, just get a fucking drink, Katie. Tu sais, j'imagine tellement. Je le connais pas, mais j'imagine la scène. Puis genre, il était comme, ben non, je veux pas boire. Fait qu'il a dit, genre, va-t'en chez toi, tu casses le party, je veux plus te voir. Éventuellement, Phil a demandé à la super belle hôtesse Lana Clarkson de se joindre à lui à la table. Puis ils sont pas restés super longtemps parce qu'à 2h21, ils ont quitté le bar ensemble. Adriano, le chauffeur qui l'attendait dans la voiture, se rappelle d'avoir vu Phil qui était tellement saoul qu'il avait de la difficulté à marcher. Puis là, la pauvre Lana, elle aidait Phil Spector à marcher. Puis là, il a dit à Lana, genre, viens-t'en chez moi, je vais te ramener à la maison. Puis elle voulait pas, donc il a dit, OK, ben c'est beau, on va aller te porter chez toi. Durant le trajet, Phil arrêtait pas de harceler Lana pour qu'elle rentre à la maison avec lui. Genre 2, 3, 4 fois, il lui disait, genre, ah ouais, rentre donc avec moi, viens chez moi, viens chez moi. Elle refusait. Puis là, un peu fatiguée de refuser, elle a fini par accepter, regarde, c'est bon, je vais venir avec toi. Mais tu sais, clairement, tu sais, on est loin du consentement, ça ne tentait pas. Elle voulait juste comme qu'il la laisse tranquille. Tu sais, puis on peut se dire qu'elle se sentait probablement pas en sécurité. Tu sais, un homme qui insiste avec toi, qui est sous, il n'y a aucune femme qui se sentirait bien dans une situation comme ça, tu sais. Fait qu'ils sont arrivés chez Phil, puis elle a juste dit comme au chauffeur, genre, attends-moi, je vais juste rentrer prendre un verre, puis après, je vais vouloir rentrer chez moi. Tu sais, je serai pas là longtemps. Puis Phil, un peu genre en colère, il a dit à Lana, genre, arrête de parler à mon chauffeur. Il est environ 3h du matin quand ils sont arrivés au château de Phil. Puis du stationnement à l'entrée de l'immense demeure, il y avait 88 marches à monter. Puis encore une fois, Phil était tellement saoul qu'il avait de la difficulté à monter les marches pour arriver chez eux. Une quinzaine de minutes plus tard, Phil est sorti comme par la porte arrière. Il avait l'air un peu fâché, confus. Il avait l'air de chercher quelque chose. Puis après, il est rentré chez lui. Puis pendant tout ce temps-là, ben, il y avait Adriano dans la voiture qui attendait. Finalement, vers 5h du matin, Adriano a entendu un bruit. Un genre de pop. Très doux, très silencieux. Mais Adriano, qui avait déjà été dans l'armée, a tout de suite reconnu le son. Un coup de feu. Adriano, il est sorti de la voiture pour voir si tout allait bien. Puis c'est là qu'il a vu Phil sortir par la porte arrière. Encore là, il avait l'air confus, troublé. Il avait une arme à feu dans les mains, puis il a dit à Adriano, « Je pense que j'ai tué quelqu'un. » Puis là, Adriano, il a comme regardé à l'intérieur, puis il a vu Lana qui était comme... Tu sais, en anglais, ça dit « slumped over », là. Tu sais, mettons, qui était comme couchée sur la chaise de même, puis elle avait du sang partout dans le visage. Adriano, un peu en panique, évidemment, il a demandé à Phil, genre, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, Phil Spector, il a juste répondu, je le sais pas. Adriano, il est embarqué dans sa voiture, il est comme sorti de la propriété pour appeler le 911, mais il était tellement troublé, il arrivait comme pas à appeler, il arrivait pas à parler, il était sous le choc, là, on peut comprendre. Donc, il a décidé d'appeler Michelle Blaine, qui était l'assistante de Phil Spector, puis il a appelé, puis il a dit, je pense que Monsieur Spector a tué quelqu'un. Puis c'est elle qui a appelé le 911. Phil Spector va dire plus tard, à plusieurs reprises, en fait, il va répéter toujours que c'est lui-même qui a appelé le 911. Un peu pour montrer comme
il n'y a rien à se reprocher, il le fait de son plein gré, alors que c'est totalement faux. Il n'a pas appelé le 911, c'est Adriano qui a... Ben, il n'a pas appelé le 911, il a appelé Michel qui a appelé le 911, mais Phil avait rien à voir avec cet appel-là. La police est arrivée sur les lieux une vingtaine de minutes plus tard. Il était 5 policiers en tout. Phil avait l'air assez agité, mais sans plus. T'sais, il avait pris le temps de se changer. Il avait ses mains dans ses poches. Les policiers l'ont comme plaqué sur le sol pour le menotter. Et là, Phil essayait de se défendre, genre « Qu'est-ce qui va pas chez vous? Qu'est-ce que vous faites? Je voulais pas lui tirer dessus, c'était un accident. Je peux m'expliquer. » Il était comme insulté que les policiers le menottent. Il continuait son monologue. « Savez-vous à qui vous avez affaire? Si vous voulez m'arrêter, dites-moi juste ce qui s'est passé. Jésus, vous savez que vous agissez comme des cons. Lâchez-moi, c'est con, je suis désolée. Vous avez pas besoin de me menotter. Je peux vous dire ce qui s'est passé. C'est quoi votre problème? Jack Maple a travaillé pour moi. Jesus Christ, le chef de la police a travaillé pour moi. Je suis désolée que ça se soit passé, mais excusez-moi, le gars est parti tout seul. Elle travaillait au bar de House of Blues, c'était une erreur, je comprends pas ce qui va pas chez vous. Jack Maple a travaillé pour moi, il a travaillé comme chef de police. Mon Dieu, je vais juste aller dormir, ok? Pouvez-vous me laisser aller dormir? Si Jack Maple était encore en vie, il laisserait pas ça passer. Donc vous voyez le genre, ça a pas de sens, c'est décousu, il est fâché qu'on le menotte, il veut juste aller se coucher puis il arrête pas de name-dropper l'ancien chef de police, genre il a travaillé pour moi, je le connais. Qu'est-ce que vous faites? Je suis connue. Genre, vous avez pas rapport de menotter. Puis, encore une fois, c'était tellement décousu. Il sentait l'alcool, il était sous, il avait zéro culpabilité. Vraiment, là, c'était... Clairement, c'est lui qui l'a fait, là. Quand il a été amené au poste de police aussi, il a traité une employée de fat-ass aussi. Il voulait pas passer le test d'alcoolémie. Il était super impoli, super arrogant. Il arrêtait pas de name drop des gens avec qui il avait travaillé, genre George Harrison, John Lennon, par exemple, puis qui allait apparemment performer dans pas long avec Bono à New York, là, tu sais, fait que vous voyez le genre. Et c'est là qu'il a commencé à donner sa version des faits à lui, à la police, que selon lui, Lana Clarkson était chez lui, puis comme par magie, elle aurait trouvé une arme à feu chez lui, puis elle aurait commencé comme à brandir l'arme à feu, genre à faire des blagues. Puis finalement, elle se serait tiré une balle dans la tête devant lui. Ce qui n'a aucun sens, on s'entend. Le coroner sur les lieux étudiait la scène de crime. Il y avait le corps de la victime sur la chaise et l'arme à feu était comme sous sa jambe gauche. Sur l'arme, il y avait du sang, mais le sang avait comme été essuyé, comme pour un peu cacher qu'il y avait du sang sur l'arme à feu. Aussi, il y avait des dents brisées, éparpillées un peu partout sur le sol. Dans la salle de bain, il y avait une guenille mouillée d'eau et du sang de la victime. Il y avait aussi des traces de sang sur la poignée de la porte arrière, sur la rampe d'escalier en bois et près du corps de la victime. Dans la chambre de Phil, il y avait les vêtements qu'il avait portés cette soirée-là, son jacket blanc taché comme du spray, là, un spray de sang. Et la police a aussi trouvé 13 autres armes à feu et des munitions. C'est à 6h24 que la pauvre Lana Clarkson va être officiellement déclarée morte. Et moins de 12 heures plus tard, Phil Spector va payer sa caution de 1 million de dollars et sera libéré aussitôt. Et c'est vraiment ce qui est frustrant dans ces histoires-là, parce que l'argent peut carrément tout acheter, dont ta liberté, mais aussi tu peux t'engager les meilleurs avocats qu'il n'y a pas. Par exemple, dès le départ, il a engagé Robert Shapiro, l'un des meilleurs avocats de la défense aux États-Unis. C'était lui notamment qui avait mis en place le Dream Team dans le procès de O.J. Simpson. Shapiro avait aussi réservé les meilleurs témoins pour la défense, dont le fameux Dr. Henry Lee, un scientifique médico-légal super reconnu qui a travaillé sur plus de 8000 affaires, dont des cas super célèbres comme notamment le procès de O.J. Simpson, l'affaire de John Benet Ramsey, l'affaire de Laci Peterson et bien d'autres. Mais bon, Phil Spector va finir par renvoyer Robert Shapiro puis engager un autre avocat très célèbre, Leslie Abramson, l'avocat de Eric Menendez. D'ailleurs, c'est justement dans le procès de Phil Spector que Dr. Henry Lee aurait été accusé par le juge d'avoir détruit des éléments de preuve, ce qui est bien sûr un acte extrêmement grave, mais Dr. Henry Lee aurait nié toutes les accusations et on n'a jamais pu le prouver. En
En gros, la défense allait essayer de dépeindre le meurtre de Lana Clarkson comme étant un suicide accidentel, que Phil Spector n'était pas coupable, qu'il aurait comme assisté à la scène, mais qu'il aurait rien fait. Parce qu'après tout, c'est lui qui aurait appelé la police, entre guillemets, alors que c'est faux. Puis il va vraiment essayer de passer ça pour un frame-up, genre de la police. Donc, une genre de cover-up ou genre une grosse théorie du complot, si on veut. Well, working with Phil was very difficult because I guess he's a perfectionist, so he likes to spend a lot of time redoing things and re-listening, and it's very time-consuming. It becomes very hard rock and roll's got to be spontaneous and done a little faster. He wasn't the most friendly guy I've ever met. He tried to be friends, but then he had a guns on him, and he wouldn't let me out of his house for a couple days, and he wouldn't let. And then if you want to play his pinball machine, he'd let you play it for a minute, and then he'd say, "Okay, everybody to another room." And I never met anyone like him, and I hope Il y a des anecdotes bien connues d'instances où Phil Spector a sorti son gun, genre par exemple une fois là, dans un studio d'enregistrement avec John Lennon. Une autre fois, il était avec Johnny Ramone du groupe de Ramones, qui a déjà raconté une histoire dans le Los Angeles Times où il disait que Phil les avait tenus en otage dans sa demeure en les menaçant avec une arme à feu. Il y a aussi une autre histoire avec Leonard Cohen qui était chez Phil Spector avec d'autres amis. Puis apparemment que l'ambiance était pas plaisante du tout. Et quand les autres invités se sont mis à partir, Phil a barré la porte de chez lui, puis il laissait pas Leonard Cohen partir. Ils ont fini par s'asseoir pour jouer du piano, puis ils ont composé des chansons. Là. En 3 semaines, il aurait écrit 15 chansons. Et tous les amis de Leonard Cohen lui disaient fais attention à Phil Spector. Il est dangereux, ce gars-là. Même que la bonne amie de Leonard Cohen, qui est Johnny Mitchell, lui disait qu'il était très, très difficile. Bref, Leonard Cohen se rappelle d'une fois qu'il était dans le studio avec Phil. Phil était complètement sous. Il y avait une bouteille d'alcool dans la main, il y avait un gun dans l'autre main, puis il a juste pointé le gun vers le cou de Leonard Cohen, puis il lui disait à quel point il l'aimait. Fait que c'était vraiment commun pour lui de sortir des armes à feu durant les parties pendant qu'il était sous, soit pour menacer, soit pour faire des jokes, mais il faisait souvent ça, c'était comme un pattern. Il y a eu d'autres témoignages durant le procès qui ont vraiment joué contre lui. Par exemple, il y a le témoignage de Dorothy Melvin, qui était l'assistante de Joan Rivers. C'est fou, tout le monde les name drop de gens connus dans cette histoire-là. Puis Dorothy Melvin avait fréquenté Phil de 1989 à 1993, on and off. Une fois, elle était chez Phil, puis ils avaient passé la soirée ensemble, puis Phil avait bu une bouteille de vodka au complet, donc il était sous, puis elle avait pas bu du tout. Puis elle a fini par s'endormir sur le sofa, puis elle s'est réveillée, puis il y avait Phil Spector dehors qui pointait une arme à feu sur sa voiture à elle. Quand elle est sortie, puis elle lui a dit d'arrêter, il a commencé à la frapper avec l'arme à feu, puis il était là, « Get the fuck back in the house! » Retourne dans la maison. Dans la maison, il s'est assis dans les escaliers, il a pointé l'arme à feu vers elle, il a dit « Déshabille-toi, mets-toi nu et monte à la chambre. » Finalement, elle a réussi à se sauver en pleurant. Elle est embarquée dans sa voiture, elle est partie, puis là, elle regardait dans le rétroviseur, puis elle voyait Phil Spector qui courait, il avait son gun, puis il arrêtait pas de lui crier après, puis il a fini par tirer la fille. Elle est pas morte, là, il a juste pogné sa voiture. Quelle fucking horreur! Puis là, elle a pas porté plainte parce qu'elle voulait pas que le nom de Joan Rivers soit associé à toute cette histoire-là, mais c'est complètement fou. I kept screaming at him, "What the F do you think you're doing?" And at that point, he took his right hand that was holding the revolver and smacked me in the side of the head and said, "I told you to get the F back in the house." At that point, I knew I was in trouble. Bref, encore une fois, il y avait plusieurs témoignages de fois où il menaçait les gens avec son arme à feu, mais aussi des témoignages de séquestration. Le procès a eu lieu le 19 mai 2007 à Los Angeles. Il a été télévisé. Ce que je trouve complètement fou, mais c'est quand même une pratique commune aux États-Unis. T'sais, on peut penser récemment au procès de Johnny Depp, là, puis Amber Heard. C'est vraiment une pratique assez commune aux États-Unis, mais ici, on dirait qu'on fait pas ça, il me semble.
Durant son procès, il arborait comme un afro blond plutôt étrange que les médias appelaient le Wall of Hair plutôt que le Wall of Sound. T'sais, les gens faisaient des blagues avec ça. Même que Jay Leno a fait une blague en disant que Phil Spector était déjà passé sur la chaise électrique à cause de ses cheveux. Bref. Le procès aura duré en tout 5 mois et on est vraiment passé de genre remettre en question les dires du chauffeur Adriano parce que l'anglais c'était pas sa langue maternelle alors qu'il parlait parfaitement anglais, à re-questionner un peu toute la carrière de Lana Clarkson, genre d'essayer de montrer qu'elle était suicidaire, d'essayer de prouver ça, aussi d'essayer de prouver qu'elle était tellement grande et bâtie comparée à Phil Spector qui était tout petit que clairement, il pouvait pas s'en prendre à elle parce qu'elle était si grande. Mais c'est tellement con parce qu'avec une arme à feu, n'importe qui peut tuer une personne plus grande et plus grosse que lui. Bref. Tu sais, en essayant de prouver que Lana Clarkson était suicidaire, on essayait de dire que sa carrière allait tellement mal, que c'était comme une actrice de série B, qu'elle voulait juste profiter de Phil Spector pour faire avancer sa carrière, que ça allait tellement mal qu'elle aurait décidé de se suicider chez lui. Donc, la défense mettait comme plein de films de série B, entre guillemets, où on voyait Lana Clarkson, puis faisait ça dans l'espoir de montrer aux membres du jury que c'était pas une grande actrice, finalement, puis sa carrière allait mal, donc elle aurait voulu s'enlever la vie, là. Mais de mettre ces films-là a vraiment eu l'effet contraire. T'sais, la défense s'attendait pas à ça, parce qu'à l'écran, on voyait la belle Lana qui faisait comme des imitations comiques à l'écran, ce qui a eu pour effet d'attendrir le jury. Plusieurs la voyaient à l'écran, ils la trouvaient belle, ils souriaient, ils riaient, même qu'il y en a plusieurs qui pleuraient, parce que Lana Clarkson est passée non seulement d'une simple victime à une personne réelle. Tu sais, on parlait du degré de l'angle de la balle, des traces de sang, des dents retrouvées, fait qu'on est passé de tout ça à la mettre en scène et la personnaliser, puis les gens réalisaient ça aurait pu être ma soeur, ma femme, ma mère, ma fille. Donc, ça l'a rendue plus humaine, puis ça n'a pas été bon pour la défense de Phil Spector, finalement. I'll be no man's slave and no man's whore. Après 7 jours de délibération, les membres du jury n'ont pas réussi à rendre un verdict. Ils étaient dans une impasse. Ils étaient 7 contre 5, donc ils ont dû déclarer un mistrial. Il y a eu un deuxième procès en octobre 2008, et là, cette fois-ci, le procès n'a pas été médiatisé. The jury in the above entitled action find the defendant, Philip Spector, guilty of the crime of second-degree murder of Lana Clarkson in violation of Penal Code Section 187A, a felony, as charged in count 1 of the indictment. Et là, en avril 2009, Phil Spector a été reconnu coupable du meurtre au second degré de Lana Clarkson. Il a été condamné à 19 ans de prison. Il y aurait eu une demande de libération en 2024, mais il est décédé de la COVID en 2021. Breaking news this morning, legendary music producer and convicted killer Phil Spector has died. He died at a hospital yesterday evening at the age of 81. Now, according to TMZ, he suffered from complications related to COVID-19. Et c'est dommage, tu sais, premièrement, tu lis ça, puis tu sais, et puis même dans ma vidéo, la carrière de Phil Spector était tellement grosse et importante que on parle souvent plus de sa carrière que de la victime. Puis c'est dommage parce qu'à tout jamais, Phil Spector va être reconnu comme étant le génie fou qui a fini par tuer une femme innocente et passer le reste de ses jours en prison, alors que, tu sais, oui, il est reconnu pour son talent, mais plus vraiment parce qu'on voit plus le mauvais côté maintenant. Pour cette vidéo, je vais juste vous nommer la majorité de mes sources. Fait que, tu sais, ce livre-là, tu le lis vraiment pour connaître toute la carrière de Phil Spector, là. Puis c'est assez intéressant parce que le journaliste de ce livre-là, Mick Brown, Mick Brown, il est allé rencontrer Phil Spector là, dans son château et tout, puis comme une semaine après, Phil Spector a été arrêté pour le meurtre de Lana Clarkson. Fait que ça s'est passé comme pas longtemps après l'interview. Fait que c'est ça. Si ça vous intéresse d'en apprendre plus sur sa carrière, voici. Mais il n'y a pas tant d'informations sur le meurtre. Un petit peu, mais pas tant que ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se revoit très bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas de garder l'œil ouvert. Over and out.